Mais nous allons passer directement à l'orateur suivant, qui est Monsieur Thierry Lepersac, interniste gériatre à l'Institut Jules Bordet et professeur à la faculté de médecine de l'ULB. Voilà, je suis très heureux d'être admis à l'Académie. Je remercie aussi mes parrains, le professeur Dominique Bron et le professeur Steven Lorais. Et en fait, je voudrais me présenter, donc en 7 minutes, c'est difficile. Et je voulais simplement essayer de répondre à cette question, comment peut-on être gériatre, et dire comment, dans mon parcours, j'ai essayé d'être gériatre, étant entendu que pour moi, un gériatre, c'est avant tout un interniste devant une médecine interne compliquée, avec une adaptation qui est nécessaire par rapport à la fragilité du vieillissement. Alors, comment peut-on être gériatre? C'est un petit peu dans l'esprit de Montesquieu dans les Lettres persanes, où le parisianisme faisait que les Parisiens se demandaient « mais comment peut-on être persan ?» Et quand je rencontre quelqu'un qui me demande quel est mon métier, quand je souris, il y a quand même un petit sourire de bienveillance. Quand je leur apprends que je suis gériatre, là, les réactions sont extrêmement variées et ça passe de l'accablement aux craintes, aux interrogations, et même dans les réactions les plus vives parfois, on se demande quelle est la folie qui a entraîné ce jeune médecin alors, quand j'ai décidé de faire la gériatrie, à suivre cette voie. Et donc, je voudrais vous donner quelques pistes. Et donc, j'ai décidé de faire une petite pièce de théâtre rapide. Comme prologue, ça a commencé comme dans une histoire d'enfant. Il était une fois une histoire d'eau. Et lorsque j'étais étudiant en médecine, j'ai eu la chance d'aller travailler au laboratoire du professeur Abramov. Et il s'intéressait notamment au syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques et essayer de savoir quel était ce fameux troisième facteur qui expliquait la naturesse paradoxale dans cette situation, à savoir que ça faisait déjà une génération qu'on essayait de savoir pourquoi. Et à ce laboratoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai participé notamment en faisant des tests à l'eau chez des patients qui avaient des SI-ADH. Et finalement, on s'est rendu compte que ce troisième facteur qu'on cherchait depuis une génération, c'était le facteur natriurétique auriculaire. Alors, le message pour moi, d'abord, comme futur gériatre, c'est que le temps ne fait rien à l'affaire, puisque avec persévérance, après une génération, on avait trouvé le troisième facteur, mais surtout qu'avant d'être gériatre, il faut bien maîtriser la médecine interne, la physiologie et la physiopathologie, puisque la gériatrie, c'est rien d'autre que la médecine interne, mais en adaptant les notions à la précarité des systèmes homéostasie et de la physiologie. L'acte 1, c'est aussi une histoire, mais pas d'eau, une histoire d'os. Et pendant ma formation en médecine interne à l'hôpital Bruckmann, je me suis intéressé en fait à un laboratoire phosphocalcique. C'était en fait le professeur Jacques Corvillain qui s'intéressait à ça. Et dans un laboratoire, je me suis intéressé au métabolisme phosphocalcique. J'étudiais en fait l'effet du lithium sur des modèles de résorption osseuse. Mais à l'occasion de ce travail, j'ai aussi côtoyé d'autres médecins qui avaient remarqué que lorsqu'on mettait des os fœtaux en culture, on avait une activité qui ressemblait à la parathormone, qui stimulait la cyclase. Et ces découvertes avaient été faites par hasard. Je n'ai pas le temps de donner les détails, mais ça a été pour moi un exemple de créativité, un exemple de ce grand principe de la créativité qu'on appelle la sérendipité. Et par après, donc, j'ai donc créé un service de gériatrie à l'hôpital Bruckmann, puis j'ai créé le service de gériatrie à l'hôpital Erasme, et ça m'a servi cette espèce de vision assez large de la créativité pour, en tant que de leadership dans ce genre de fonction, au lieu de dire oui mais, ça c'est l'avocat du diable, il fallait être l'avocat de l'ange et dire oui et donc j'ai été l'avocat de l'ange. Alors maintenant, un petit entracte, parce que ça doit être dur d'entendre un gériatre. C'est une histoire de gastronomie, puisqu'on est là pour se présenter. Je vous dis tout de suite que j'aime beaucoup la gastronomie. Et ma thèse a été l'objet de l'étude de la nutrition de ces patients gériatriques à l'hôpital. Et on a bien montré que c'était un déterminant majeur de leur fragilité. Comme j'avais une petite fibre d'endocrinologue aussi, j'ai étudié le métabolisme du glucose chez ces diabétiques de 80 ans, sachant que 2/3 de ces diabétiques à 80 ans sont maigres et que le pattern physiopathogénique de leur diabète rassemble plus au diabète de type 1 que ce fameux diabète de type 2, et donc il n'y a pas un diabète de la personne âgée, mais des diabètes, et ça a des implications aussi au niveau du traitement.
Et puis, j'ai développé des systèmes de qualité pour améliorer la prise en charge de cela. Alors, vous voyez qu'il y a une huître sur cette diapositive. Pourquoi? Parce qu'on avait montré notamment que 30% des patients étaient carencés en zinc. Les gériatres doivent lutter contre la polymédication. Et donc, j'ai été voir quel était l'aliment qui était le plus riche en zinc, et c'était l'huître. Et donc, j'ai écrit une lettre au directeur médical de mon hôpital pour apporter des bourriches d'huître dans le service de gériatrie, et j'attends toujours. Alors, l'acte 2, c'est une histoire de fragilité et je me suis intéressé à l'immunosénescence. Je ne suis pas immunologue, mais j'ai trouvé intéressant de faire des études transversales entre les paramètres de l'évaluation gériatrique globale qui évalue la fragilité clinique des patients et l'immunosénescence. Et on a, grâce au docteur Nathalie Conté, qui a mené une thèse en ce sujet avec le laboratoire d'immunologie de l'ULB à Gosselies, on a fait cette thèse et c'est aussi un sujet qui me semble intéressant puisque finalement les hôpitaux sont remplis de gens infectés pendant l'hiver et ces patients sont en général des patients gériatriques. Je n'ai pas le temps de pousser plus loin ces données. Alors l'acte 3, et j'ai bientôt fini, c'est une histoire finalement d'anciens aussi, et elle est née en fait d'un problème éthique. C'est que vous savez qu'après 75 ans, il y a peu de données factuelles pour savoir comment traiter un patient avec un cancer. Et le paradoxe, c'est que le facteur de risque premier pour développer un cancer, comme tout plein d'autres maladies chroniques, c'est l'âge. Et donc, grâce à une initiative des ministères, il y a eu un plan cancer qui a eu la bonne idée de joindre une évaluation aussi gériatrique et nous avons participé à cela. Et j'ai rejoint une unité d'oncogériatrie à l'Institut Bordet. Et il y a eu donc des pionniers en Belgique sur cet aspect de choses, et notamment le docteur Lysandra Dallago, qui est une oncologue avec qui je travaille à l'hôpital Bordet, et également le professeur Dominique Bron. Et c'est en partie pour ça, sans doute, qu'elle est ma marraine dans cette venue dans votre compagnie. Alors, comme épilogue, pour terminer, je pense aussi que comme clinicien, je me présente essentiellement comme un clinicien. Probablement qu'une part importante de notre activité quand on s'occupe de patients âgés et fragiles, c'est ce que j'appelle le pari du sens. Donc, réfléchir dans toutes les interventions à visée diagnostique ou thérapeutique, quel sens ça peut avoir chez les personnes âgées. Et mon expérience a montré finalement que ces personnes âgées n'avaient pas nécessairement les mêmes valeurs par rapport à leur qualité de vie que celles que nous pensons qu'ils ont. Et finalement, ce qui est important dans cette qualité de vie, c'est essayer de la définir. Et j'ai un ami qui un jour m'a téléphoné tôt le matin en disant « Thierry, j'ai trouvé en fait la définition de la qualité de vie. La vie est de qualité quand la vie fait sens. » Et en français, le mot sens a 3 sens. Et donc, quand vous voulez proposer un bilan diagnostique ou thérapeutique, je pense que c'est important de connaître la direction, le parcours de vie de vos patients et parfois aussi le parcours de fin de vie et leurs aspirations. Mais il y a aussi sens en termes de spiritualité dans une société de plus en plus multiculturelle. On a une certaine fragilité parce qu'on ne connaît pas la valeur de toutes ces cultures et c'est un domaine important qu'on appelle l'ethnogériatrie. Et en fait, moi qui suis gastronome, il y a aussi sens en termes de sensorialité. On pourrait même dire sensualité. Et je pense que c'est important d'y réfléchir quand on envisage éventuellement une nutrition entérale, une sonde nasogastrique, etc. chez un patient de 87 ans. Et donc, pour clôturer, je voudrais remercier également mes parents, bien entendu. Je voudrais remercier mon épouse et mes 3 enfants parce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a une passion qui est la médecine et la médecine gériatrique et qui essaye de la développer et de lui donner des lettres de noblesse. Et je voudrais bien entendu aussi remercier tous ces soignants. On en a parlé par rapport à la pandémie, mais ces soignants en gériatrie qui m'ont apporté beaucoup. Et bien entendu, remercier tous ces patients âgés qui sont de véritables leçons de vivre, qui m'ont fait grandir. Et si vous êtes encore inquiet d'avoir convié un gériatre dans votre compagnie, vieillir finalement c'est une bonne chose. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Je vous remercie de votre attention.